Bonjour à tous, nous sommes le lundi 22 septembre 2025 et avant d'aborder le sujet du jour, je voudrais vous parler un petit peu de notre petite chaîne sur YouTube. Vous savez que nous sommes maintenant environ de mémoire 72 vidéos et quelques-unes ont obtenu un réel succès en nombre de vues. Le nombre d'abonnés a également augmenté d'une façon assez importante au cours des dernières semaines, à l'exception bien sûr du mois d'août où nous n'avons pas fait de vidéo. Et donc juste à la fin du mois de juillet, nous avons eu une vidéo qui est actuellement à 147 000 vues et par rapport au nombre d'abonnés que nous avons, je pense que c'est un très bon résultat. Et surtout par rapport au nombre de vues que nous faisions quand nous avons débuté cette petite chaîne d'information technique et scientifique, mais également une chaîne d'information sur le plan géopolitique. Alors, au début, on faisait environ dans les 500 à 2000 vues par vidéo. Et puis, on est arrivé petit à petit à monter jusqu'à celle qui avait fait le plus de vues. C'était celle sur l'Iran qui était à 65 000 vues. Et là, comme je vous l'ai dit, on est monté à 147 000 vues, ce qui est quand même très intéressant pour le nombre de personnes que nous pouvons donc avec lesquelles nous pouvons communiquer. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est qu'il y a très peu de gens qui vont en fait sur notre chaîne pour voir les premières vidéos que nous avons faites et qui sont vraiment des vidéos qui m'ont demandé beaucoup de travail et qui fournissent beaucoup d'informations et je trouve que c'est un peu dommage. Donc ce que je voudrais vous conseiller aujourd'hui, c'est de faire sur YouTube Gérard Chevrier, vous cliquez sur le logo, puis ensuite vous cliquez sur vidéo et là vous allez avoir toutes les vidéos que nous avons réalisées depuis le début et dont certaines contiennent vraiment des informations très intéressantes. C'est gratuit, vous pouvez y aller et regarder donc des vidéos qu'on a fait la première ou la cinquième. Je voudrais vous recommander tout particulièrement une qui devrait intéresser les personnes qui nous regardent, c'est le massacre des populations civiles. Là, j'ai fait une vidéo sans aucune note et pendant plus d'une heure où on a cité beaucoup de choses, de faits qui sont ignorés du grand public. Vous pouvez également regarder la construction de machines hors normes, où là vous aurez la possibilité de voir l'une des lignes de production que j'ai conçues, dessinées et construites dans nos ateliers. Et puis, vous avez également d'autres vidéos dans lesquelles je raconte comment la France a construit la centrale nucléaire de Dimona en Israël et aussi comment la France a ensuite procédé à tous les essais pour Israël de façon à ce qu'elle puisse continuer à ne pas reconnaître qu'elle était un État qui possédait l'arme nucléaire. Donc on a procédé à 210 essais, dont à peu près un tiers pour Israël, et peut-être un peu plus, et puis également des essais que nous avons faits. En fait, ce sont de vraies explosions qui ont eu lieu tout d'abord dans le désert de l'Algérie, et puis ensuite dans le Pacifique, à Mururoa. Et nous avons également procédé à des essais pour l'Afrique du Sud, qui a ensuite fourni l'uranium à Israël lorsque les quantités sont devenues importantes et que la France a cessé un peu l'exploitation des mines que nous avions en France pour pouvoir s'approvisionner en Afrique. Alors voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est avant donc de parler du sujet du jour, c'est aller regarder sur les vidéos que j'ai faites il y a 1 an, 2 ans, il y a vraiment des vidéos très très intéressantes
vous pourrez choisir et regarder. Je le vois au nombre de vues. C'est un peu dommage que certaines vidéos ont 5000 vues, alors qu'aujourd'hui nous sommes sur une moyenne d'environ 40 000, puisque ça oscille entre 25 000 et 65 000 vues dans les dernières vidéos que nous avons, avec donc le public qui nous regarde. Donc maintenant, on va passer au sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est Israël et les États-Unis sont aujourd'hui incapables de gagner une guerre conventionnelle contre l'Iran. Et voici le sujet. Staline, qui restera pour longtemps le dictateur le plus terrible de l'histoire récente, avait de temps à autre une vision stratégique très intéressante. Il connaissait assez bien la mentalité des capitalistes européens et américains, bien sûr. Il savait que la finalité de leur action était de gagner de l'argent, to make money, to make a deal, faire des affaires. Et il disait très justement, ils sont tellement intéressés à gagner de l'argent qu'ils nous vendront la corde pour les pendre. Fin de citation. Cette vision prend aujourd'hui tout son sens lorsque l'on sait que toutes les guerres se gagnent sur l'avance technologique et sur la capacité à produire en quantité industrielle du matériel militaire, armes et munitions. Dans les années 1900, en Europe et aux États-Unis, la majorité des entreprises industrielles innovantes étaient entre les mains de leurs créateurs, c'est-à-dire des inventeurs, des personnes passionnées par la technique. Peu à peu, ces entreprises sont passées sous la coupe des financiers. Il y a toujours un attachement sentimental entre l'inventeur et son invention. C'est probablement dû à une relation intellectuelle qui nécessite beaucoup d'efforts, de patience, de détermination pour passer du stade du dessin à celui d'une machine aux performances qui dépassent de très loin celles que pourrait réaliser un homme avec ses mains. Ce travail, qui a souvent demandé des années d'efforts en surmontant les premiers échecs, crée en quelque sorte un attachement entre le créateur et sa création. Et cela est vrai pour les équipes qui ont travaillé sur le développement technique d'une innovation. La finance, on achète et on vend. On vend pour acheter et on achète pour faire du profit. Alors, dans les années 1970, plus précisément en 1971, lorsque Henry Kissinger se rend secrètement en Chine pour préparer le voyage du président Nixon et la rencontre entre Nixon et Mao Tse-tung, les journalistes voient dans cette rencontre sur le plan politique. À cette époque, la Chine comptait 800 millions d'habitants. Le niveau de salaire des ouvriers à cette époque en Chine était de l'ordre de $50 par mois, alors qu'aux États-Unis, le niveau des salaires des ouvriers était de $800 par mois. À cette époque, les financiers comprennent immédiatement les profits qu'ils vont pouvoir tirer par le transfert de travaux effectués aux États-Unis en le faisant réaliser par des ouvriers en Chine. Ce transfert va commencer par des activités essentiellement manuelles, telles que la confection de vêtements, où des centaines d'ouvriers travaillent dans des ateliers derrière une machine à coudre. Un peu plus tard, les financiers vont investir dans des usines de production de tissus. Pourquoi se limiter aux travaux manuels alors que l'on peut faire aussi des profits sur la production de tissus? Au cours des années suivantes, le transfert
va s'effectuer sur la production de matériel de plus en plus sophistiqué, en allant sur la fabrication des téléphones portables et des ordinateurs. Ce transfert de travail de plus en plus technique va développer le niveau de connaissance technique de la population chinoise. Pendant cette période, la population chinoise passait de 800 millions en 1970 à 1,4 milliard en 2010. Bien que les financiers européens ont emboîté le pas en transférant un grand nombre d'activités vers des pays où le niveau de salaire est 10 à 20 fois plus bas que le niveau de salaire en Europe, les financiers ont déplacé des activités productives effectuées jusqu'alors aux États-Unis et en Europe vers des pays où le niveau de salaire des ouvriers est considérablement plus bas, leur permettant de réaliser au passage d'énormes profits avec une augmentation constante de la valeur des actions des sociétés propriétaires de ces usines installées dans les pays où le niveau de salaire est très bas. Une grande partie de la production industrielle des États-Unis a quitté ce pays et le savoir technique a diminué au profit des pays producteurs. Aujourd'hui, les États-Unis ont la capacité de produire 500 missiles Patriot par an, alors qu'Israël a consommé plus d'une centaine en 6 jours. En déplaçant les usines vers la Chine, le lobby de la finance a déplacé le savoir et la technologie. Ils ont considéré que les Chinois seraient des exécutants incapables de comprendre les aspects techniques des machines qui venaient d'Allemagne, de France ou des États-Unis. En assurant l'entretien des machines, en effectuant des réparations, les Chinois comprenaient les parties à améliorer et ont été capables de faire progresser le niveau technique de ces machines. Puis, peu à peu, le savoir technique des Chinois a dépassé celui des Européens et celui des Américains. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et aujourd'hui, si la France voulait reconstruire le tissu industriel qu'elle avait en 1980, il lui faudrait plus de 10 années d'efforts en sachant que notre outil de production ne serait pas compétitif par rapport à celui des pays qui produisent aujourd'hui l'essentiel des biens de consommation. Dans le domaine de la production de matériel militaire, l'écart est encore plus grand. La capacité de production des pays de l'Union européenne et de la Russie ou de la Chine, l'écart est immense. Aujourd'hui, les Européens ou les Américains n'ont plus la capacité de production industrielle pour faire une guerre conventionnelle avec la Russie et encore moins avec la Chine. Dans le domaine du nucléaire, l'écart est encore plus grand. Ce n'est pas le nombre de têtes nucléaires que vous possédez qui compte, c'est le nombre de têtes nucléaires qui seront capables d'atteindre leur cible. Vous pouvez tirer 10 missiles, si les 10 sont détruits en vol avant d'atteindre leur cible, c'est comme si vous n'en possédiez aucun. Pire, si ces 10 missiles sont détruits avant de décoller, ils représentent un danger pour les populations qui habitent dans la région où sont stockés ces missiles. Lorsque l'on analyse avec réalisme la situation actuelle, on se dit que nos dirigeants devraient éviter toute escalade dans la guerre en Ukraine, car les Européens ne sont pas en mesure de gagner la guerre, même conventionnelle, contre la Russie. Sur le plan de la guerre conventionnelle, seuls les États-Unis sont actuellement capables de gagner la guerre contre la Russie, à condition qu'elle reste limitée à l'Ukraine. Cela, les Russes le savent, et dans le cas où les armées américaines déclencheraient la guerre contre la Russie,
la guerre passerait très rapidement du conventionnel à une guerre nucléaire avec un engagement total de la part de la Russie. Contrairement à ce que l'on pense, ou à ce que pensent les experts de plateaux de télévision, il n'y aura pas d'utilisation tactique du matériel nucléaire en cas de guerre entre la Russie et les États-Unis. Ce sera une guerre totale dans laquelle les États-Unis disparaîtront. Alors, pendant le XXe siècle, la Russie a construit 1109 sous-marins, environ 206 entre 1914 et 1941 et 754 après la Seconde Guerre mondiale, dont 250 à propulsion nucléaire. Actuellement, la marine russe possède 79 sous-marins, dont 54 sous-marins à propulsion diesel. Dans la prochaine guerre, les sous-marins joueront un rôle très important. Depuis 20 ans, le matériel militaire a beaucoup évolué et cette évolution technologique rend un grand nombre de matériels obsolètes. Les porte-avions sont devenus très vulnérables et un porte-avions américain d'une valeur de 12 milliards d'euros peut être détruit par un missile d'un coût de 2 millions d'euros. Les porte-avions sont devenus obsolètes. Les avions qui coûtent entre 150 et 250 millions de dollars peuvent être détruits par un missile dont le coût de production est de l'ordre de 1 million de dollars. Les missiles hypersoniques russes possèdent plus de 7 années d'avance sur les missiles américains. Le missile Oreshnik, fabriqué par les Russes, a été spécialement conçu et fabriqué pour détruire les bases militaires américaines installées en Europe. La production industrielle du missile Oreshnik est actuellement de 2 par semaine, soit 100 missiles par an. On peut estimer qu'à la fin de l'année 2026, la Russie possédera suffisamment de missiles Oreshnik pour détruire toutes les bases américaines installées dans toute l'Europe et sera en mesure de détruire des objectifs militaires sur le sol des États-Unis à partir des bases qu'ils vont installer au Venezuela. Le missile Oreshnik peut être équipé de 6 têtes à charge conventionnelle ou 6 têtes nucléaires. Le missile Oreshnik se déplace à une vitesse supérieure à 12 000 km/h et change plusieurs fois de direction, ce qui le rend quasiment impossible à intercepter. Il est conçu pour exploser dans le sol et pour détruire des installations militaires enterrées ou en surface. Les explosions nucléaires au sol ou dans le sol représentent un énorme danger pour la population civile non protégée. C'est de ces questions dont nous parlerons dans quelques vidéos. Je montrerai des cartes où se trouvent précisément les cibles que les Russes viseront en Europe, principalement des bases américaines, mais pas que des bases américaines. Il y a également des cibles qui sont sur notre territoire où on a stocké des quantités de missiles ou de bombes, notamment les stocks qui sont en attente d'être installés sur les sous-marins, puisque nous avons à peu près un quart de nos missiles qui sont installés sur les sous-marins. Donc nous reparlerons de tout cela dans quelques vidéos. Aujourd'hui, je voulais simplement souligner l'écart énorme qu'il y a entre le niveau technologique de la Russie et de la Chine
et la capacité industrielle de production très supérieure des Russes et des Chinois par rapport à celle des pays de l'OTAN. Et donc, nous aurons l'occasion de reparler dans quelque temps si, comme je le pense, Israël va vraisemblablement déclencher une nouvelle attaque sur l'Iran, et ce sera là un point de bascule, et nous reviendrons sur ce sujet dans quelques vidéos. Voilà, à la prochaine fois, la semaine prochaine, et à bientôt.